Salut, c'est Zakirel. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement là pour découvrir l'un des jeux de société les plus emblématiques qui soit, Twilight Imperium, et plus précisément la 4ème édition. Si vous êtes comme moi un passionné de science-fiction, un joueur assez expérimenté en jeu stratégie, et quelqu'un de sociable, vous avez les qualifications pour jouer à ce jeu. Twilight Imperium, c'est quoi? C'est un jeu qui s'inscrit dans la catégorie de jeux de stratégie dit 4X. Une sorte d'acronyme pour dire Explore, Expand, Exploit, Exterminate. En clair, vous allez explorer la galaxie, étendre votre empire, exploiter les ressources des planètes et exterminer les adversaires qui se dressent sur votre route. Mais ce qui rend Twilight Imperium unique, c'est que ce n'est pas seulement un jeu de bataille spatiale, c'est également un jeu de négociation. Vous ne passerez pas 5 minutes sans interagir avec vos adversaires. Échanges commerciaux, accords diplomatiques, chantage, alliances et trahisons sont au cœur de l'expérience de ce jeu. Cette profondeur et cette richesse stratégique entraînent une conséquence logique. Les parties sont longues. Préparez-vous à y consacrer du temps. Pour une partie à 4 joueurs par exemple, comptez entre 6 et 12 heures en fonction des négociations, du temps de discussion qu'il y aura entre les joueurs. C'est beaucoup de temps en effet, mais c'est le reflet de l'incroyable liberté et des nombreuses opportunités que ce jeu nous offre. Chaque minute passée autour de la table est une immersion totale dans cet affrontement galactique où chaque action, chaque discussion peut renverser le cours de la partie, réellement. En résumé, si vous êtes prêt à plonger dans un univers riche en lore et à vous lancer dans une guerre galactique faite de batailles et de diplomatie, vous allez adorer ce jeu. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas à travers les règles du jeu de base. C'est une étape essentielle pour vous aider à vous lancer dans votre première partie. Les règles ne sont pas complexes à apprendre, mais il y en a pas mal à passer en revue. Alors, prêt à décoller? Prêt à décoller? Attachez votre ceinture, on est là pour un petit moment ensemble. Déjà, j'aimerais vous présenter le support sur lequel je fais cette vidéo. Il s'agit donc de Tabletop Simulator, une application disponible sur Steam, sur laquelle on peut jouer à des jeux de société. Et là, on a le jeu Twilight Imperium 4ème édition en anglais, qui est notre support pour cette vidéo. Alors il est en anglais certes, mais l'important n'est pas de se focaliser sur les textes qu'on va voir sur les différents plateaux, cartes, etc. C'est plus de se focaliser sur les mécaniques de jeu pour apprendre à jouer. Les textes, vous les aurez en français devant vous autour d'une table par exemple, ou sur une version française de Twilight Imperium sur Tabletop Simulator si vous la trouvez. Moi je ne l'ai pas trouvé. J'ai peut-être pas assez cherché. En tout cas, ça sera notre support pour découvrir cette vidéo et vous avez les mêmes éléments en réel autour d'une table. Vous ne devriez pas trop dépayser. Donc comment on gagne à ce jeu? Moi quand je parle de règles de jeu, j'aime bien commencer par indiquer comment on gagne au jeu. C'est un fil directeur intéressant. Et bien pour gagner au jeu, il faut marquer 10 points. Ici on a la piste des scores avec un pion pour chaque faction. Et donc il faut marquer un certain nombre de points pour arriver jusqu'à 10 pour gagner. Il peut y avoir des parties à 14 points, mais je vous garantis que 10 points c'est déjà bien. Et comment est-ce qu'on marque des points du coup, vous allez me demander? Ben, on marque des points en validant des objectifs. Il y a deux types d'objectifs. Il y a les objectifs publics qui sont ici. Il y a les objectifs de niveau 1 et les objectifs de niveau 2. Qui respectivement apportent 1 point de victoire chacun, et ici 2 points de victoire chacun. Et il y a les objectifs privés qui sont ici. Donc parlons d'abord des objectifs publics. Les objectifs publics, au début de la partie, il y en a 2 qui sont révélés. Et au fil des tours, on va en révéler un de plus, jusqu'à ce que ça soit rempli ici, et après on révélera des objectifs de rang 2 au fur et à mesure des tours qui passent. Un objectif public, il est visible par tout le monde, et donc le premier arrivé qui valide l'objectif, eh bien il est plus disponible pour les autres. Et donc, ça a une importance d'être le premier joueur ou le deuxième, en tout cas l'ordre du tour, l'ordre d'initiative, a de l'importance. Et ça a de l'importance pas que pour les objectifs, hein, l'initiative, l'ordre du tour. Mais ici, en tout cas, c'est important effectivement pour être le premier à prendre un objectif avant que quelqu'un d'autre le prenne à votre place. Et donc, à chaque fois que vous prenez un objectif, vous scorez l'objectif en question et vous augmentez votre pion sur cette frise de points de victoire. Après, il y a des objectifs secrets. Donc, les objectifs secrets, il y en a de différents types, qui sont ici. Voilà, en voilà quelques-uns. Et il y en a certains qui sont pendant la phase d'action et non pas la phase de statut, parce que la phase de statut, c'est la phase où justement on peut marquer des objectifs. Des fois, il y en a certains où c'est la phase d'action.
qui est la phase qui précède. Bah, lorsque c'est applicable, on marque le point de victoire en question en révélant la carte. Sinon, c'est la phase de statut. Pendant la phase de statut, on ne peut marquer qu'un seul objectif public et un objectif privé en même temps, par joueur. Ici, dans ma main de départ, j'ai 2 objectifs qui m'ont été distribués. Là, je suis le joueur bleu ici. J'ai 2 objectifs qui m'ont été distribués, et bien je dois en choisir un et défausser l'autre. C'est une règle de base. Voilà. On n'en a qu'un au début de partie parmi les 2 qui nous ont été distribués. Maintenant, après avoir parlé de comment on gagne la partie, je vais vous présenter la galaxie, c'est-à-dire les différents éléments, le matériel, les plateaux, les unités, les jetons, tout ça. Et après on parlera des règles proprement dites sur comment on joue. Donc qu'est-ce qu'on a devant nous autour d'une table? On a dans un premier temps une galaxie au centre, qui est déjà formée. Alors là c'est la galaxie pour une nouvelle partie, justement pour une première partie, à 4 joueurs, sachant que bien sûr la galaxie est différente selon le nombre de joueurs, entre 3 et 6 joueurs, ça fait des galaxies différentes. Et il y a des façons différentes de former les galaxies, soit avec des plans déjà préconçus, ou alors avec différentes règles de draft, selon le niveau de technicité, on va dire, que vous voulez appliquer. Si jamais vous voulez une règle orientée tournoi, par exemple, il y a des drafts, il y a des règles alternatives. Voilà. Donc là, c'est un plateau assez basique, puisque c'est le plateau pour une première partie à 4 joueurs. Donc nous avons quoi sur cette galaxie? Nous avons différentes tuiles. On va les regarder les unes après les autres. On a dans un premier temps des tuiles comme celle-ci qui sont des tuiles vides, c'est-à-dire qu'une tuile c'est un système. Et bien dans ce système, il n'y a rien d'intéressant. Voilà. Il y a peut-être des planètes, mais en tout cas il n'y a rien d'intéressant et rien d'exploitable. Donc on peut s'y déplacer avec des vaisseaux, etc. Mais a priori il n'y a rien à y faire. Il y a également des systèmes avec un champ d'astéroïdes. Un champ d'astéroïdes, par défaut, si vous n'avez pas la recherche adéquate, vous ne pouvez pas passer au travers, vous ne pouvez pas vous arrêter dessus. Voilà, c'est une tuile, une tuile non accessible. C'est d'ailleurs avec les petits chevrons rouges tout autour, ça montre qu'il y a un truc un peu spécial sur cette tuile. Après, il y a des tuiles avec une supernova. Bah là, c'est pas compliqué. C'est pareil, si vous n'avez pas une technologie particulière qui vous permettrait de passer, bah vous n'avez pas le droit de passer par ici. Vous pouvez pas vous y arrêter, vous pouvez pas le traverser. S'il y a une nébuleuse, vous avez le droit de passer, de déplacer des vaisseaux dedans. Par contre, vous êtes obligé de vous arrêter. Vous pouvez pas traverser. Si vous avez un vaisseau qui a assez de mouvement pour faire 2 systèmes d'un coup, bah, c'est pas possible par une nébuleuse. On est obligé de s'arrêter. Après, si jamais vous sortez d'une nébuleuse, vous avez que 1 de mouvement. Vous pouvez pas sortir vitesse grand V avec 2 de mouvement, par exemple. Donc vous avez 1 de mouvement pour sortir d'une nébuleuse. Et enfin, il y a des bonus défensifs lorsqu'on combat en étant dans une nébuleuse. Il y a également la tuile rift gravitationnelle, un trou noir donc. Si vous passez dedans, vous avez le droit. Vous avez une chance, c'est 30%, puisqu'on jette des D10 dans ce jeu. Vous avez de 1 à 3, chacun de vos vaisseaux, on jette un dé pour chacun de vos vaisseaux, si vous faites de 1 à 3, ils explosent. Donc c'est dangereux de passer par cette tuile. Par contre, ça augmente le mouvement de +1 quand vous passez par cette tuile. Voilà. Ensuite, il y a des trous de verre. Par exemple, ici, on a un système qui contient le trou de verre bêta. Et ici, nous avons un trou de verre qui contient un système qui contient le trou de verre alpha. Eh bien, il faut trouver son correspondant. Ici, on a un système qui contient une planète intéressante, mais aussi un trou de verre bêta. Ici, on a un système qui contient une planète et trou de verre alpha. Donc, les 2 trous de verre alpha sont reliés l'un à l'autre, et les 2 trous de verre bêta sont reliés l'un à l'autre, et ça veut dire que les tuiles qui possèdent ces trous de verre sont considérées comme adjacentes. C'est des raccourcis, ça permet de se déplacer plus facilement d'un bout à l'autre du plateau, par exemple. Selon l'endroit où ils sont placés, bien sûr. Ça dépend si jamais on a fait un placement en draft aléatoire ou je ne sais quoi, ça peut être totalement différent au niveau des placements. Justement, vu qu'on a vu un système avec un trou de verre mais aussi une planète, parlons de la planète. Ici, c'est la planète Quan, qui est représentée par un symbole ici, c'est le type de planète.
Il y a le symbole bleu, c'est les planètes culturelles, le symbole vert, c'est les planètes industrielles, et le symbole rouge, c'est les planètes dangereuses. Ça sert pas très souvent, surtout dans le jeu de base, ça sert pas trop. Il y a peut-être quelques effets qui s'en servent, mais en tout cas, voilà, c'est là. Ce qui sert par contre beaucoup plus, évidemment, c'est ce qu'elles produisent. Elles produisent cette planète, par exemple, la planète Quan, elle produit 2 ressources. Faut voir ça un peu comme des crédits pour acheter des choses. Ou les minerais, par exemple, que vous utilisez pour fabriquer des vaisseaux, etc. Et elle produit de l'influence, plus utilisée pour la partie négociation, plus pour des votes en fait. Il y a une phase spécifique qui s'appelle la phase de projet où on vote des choses. Eh bien, l'influence sert à voter, mais ça peut servir à d'autres choses, l'influence. Certains effets particuliers. Donc voilà la production de cette planète Quan, 2 ressources et 1 d'influence. On a la planète Vfut 2 ici qui fait 2 de chaque. On a la planète Graal ici qui fait 1 de chaque, etc. etc. Il y a des planètes qui possèdent des symboles spéciaux. Par exemple, cette planète possède un symbole rouge, un peu spécial à côté. Celle-ci, par exemple, possède un symbole bleu ici. Celle-ci possède un symbole jaune, et celle-ci possède un symbole vert. Ce sont des symboles des 4 différents types de technologies que l'on peut rechercher pour améliorer sa faction. On en reparlera quand on parlera des technologies, parce qu'on va pouvoir utiliser la planète, non pas pour ses ressources ou son influence, mais pour son symbole de technologie, afin de rechercher des technologies. C'est un bonus de recherche technologique dans l'une des 4 catégories que sont les recherches rouges, bleues, vertes et jaunes, qui ont des noms particuliers, mais pour plus de simplicité, on va garder uniquement la couleur pour les distinguer. Donc voilà, on a parlé des différentes planètes. On va s'intéresser par exemple maintenant à un système natal. Là, c'est le système de la faction que j'ai choisi pour le moment pour la démo. C'est la faction bleue. Il s'agit de la Fédération de Sol. Typiquement, c'est nous, les humains. Et donc ça, c'est notre petite planète bleue qui porte un autre nom. On est peut-être dans une réalité alternative. Et donc du coup, notre planète qui se trouve dans le système de Sol, elle commence avec 4 de ressources et 2 d'influence. Et on a notre icône de faction ici. Et on voit qu'on a déjà des choses qui sont installées, donc des vaisseaux, des infanteries, un dock spatial. C'est le déploiement d'unités de base au début de la partie, et il est unique pour chaque faction. Il est marqué au dos de ce plateau joueur, puisque au dos de ce plateau joueur, il y a du lore, de la descriptif, histoire, tout ça, mais il y a aussi la liste des unités avec lesquelles on commence. Voilà pour ça. Enfin, il y a le système de Mechatol Rex qui est au centre de la galaxie, mais aussi au centre de toutes les attentions, puisqu'il s'agit de l'ancien siège du pouvoir. C'est pour réinstaller le Conseil Galactique que la plupart des factions se battent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va débloquer une nouvelle phase de jeu de contrôler Mechatol Rex. Donc pour s'installer à Mechatol Rex, déjà il faut être capable de dépenser 6 influences pour déjà gagner un point de victoire. Donc le mettre à côté de son plateau de jeu et hop, on a un point de victoire. Mais aussi pour s'installer, c'est-à-dire que pour mettre des troupes dessus, il faut avoir débloqué ce verrou. Voilà. On verra l'intérêt de s'être installé à Mechatol Rex un petit peu plus tard. Mais voilà, si jamais vous arrivez à débloquer ça, et qu'ensuite après vous installez, vous faites différents trajets, et vous arrivez à vous installer avec au moins une troupe sur Mechatol Rex, bah, vous êtes le propriétaire de Mechatol Rex. Peut-être que temporairement, parce que vous serez peut-être pas le seul à le vouloir. Voilà comment ça se passe pour Mechatol Rex dans un premier temps. On en reparlera tout à l'heure. Maintenant qu'on a vu, on va dire, la base de la galaxie, parlons de ce qu'on a en tant que joueur devant soi. On a déjà le plateau de faction, c'est ce rectangle, sur lequel on a le titre. On a les pouvoirs spéciaux de la faction, donc chaque faction est unique, elle a des pouvoirs qui lui sont propres. On a ici les commodités, alors je vais en parler après, je le passe sous silence volontairement maintenant. Et enfin on a les différents statistiques des unités qu'on peut construire, former. Donc on a le dock spatial ici, alors j'ai mis les unités dessus à chaque fois pour vous montrer ce que c'est. Donc le dock spatial,
il permet de produire les autres éléments. Il a une valeur de production égale à 2 plus la valeur de ressources de la planète, c'est-à-dire que ma planète qui est ici, elle a une valeur de ressources de 4, et mon dock spatial, du coup, il a plus 2, ça veut dire qu'il est capable de produire 6 unités à la fois en un tour, lorsqu'on fait une production. On verra comment. Et il est capable comment dire, de contenir 3 vaisseaux, 3 chasseurs. Les chasseurs, ce sont ces petits vaisseaux-là, qui n'ont pas de valeur de mouvement de base, et donc ils sont pas capables de survivre tout seuls. Ils sont obligés d'être attachés à quelque chose. Donc soit ils sont rattachés à un dock spatial, s'ils sont dans le même système que le dock spatial, sur une des tuiles hexagonales, ou alors ces vaisseaux doivent être rattachés à des vaisseaux qui ont une capacité, une valeur de capacité. Ici on a un transport de troupes ou de vaisseaux. Donc ça peut être une sorte de porte-vaisseau ou de transport de troupes, il est ambivalent. Et il a une capacité de 6. Si on regarde la feuille du joueur voisin, le joueur noir, la baronnie de Letnef, il a un transport qui a une capacité de 4, ce qui est beaucoup plus le standard de l'ensemble des factions existantes. Il y a 17 factions en tout dans le jeu de base, et il y en a 8 dans la première extension, qui est actuellement la seule extension, mais une nouvelle extension a été annoncée. Voilà, le transport des humains, il a une valeur de 6, et c'est l'un des points forts de la Fédération de Sol, c'est qu'ils sont forts en transport d'unités. Et ils ont des troupes au sol qui sont plus fortes que la moyenne, puisque généralement, sur la plupart des plateaux de factions, c'est 8, la valeur de combat des troupes au sol, et eux, c'est 7. Donc ils sont plus forts au combat au sol. Donc c'est vraiment leur spécialité de transporter les troupes en quantité et être plus puissants au combat au sol. Justement, ça m'a permis de la présenter. Ce sont les troupes que l'on peut déployer sur les planètes et qu'on peut transporter pour aller s'installer sur d'autres planètes. De façon plus ou moins belliqueuse. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a le système de défense planétaire, ce sont des sortes de canons orbitaux qui permettent de tirer lorsque des flottes s'approchent et de tirer lorsque des navettes ou des pods tentent d'atterrir sur les planètes. Ils ont deux phases de jeu où ils peuvent tirer. On verra comment ça fonctionne un peu plus tard. On a un petit vaisseau qui, lui, n'est pas un chasseur, mais c'est un vaisseau, c'est un bâtiment de guerre, quoi. C'est le Destroyer, qui possède une capacité spéciale anti-chasseur, le barrage anti-chasseur, donc on verra lors d'un combat ce que ça fait. On a le Croiseur, vaisseau bâtiment de taille moyenne, qui a une valeur de combat plus intéressante que le Destroyer ou le Chasseur, ou le Transport. Et il a un mouvement de 2, tout comme le Destroyer. C'est intéressant d'avoir des vaisseaux qui sont capables de se déplacer de 2 hexagones de distance. On a le Cuirassé, qui est vraiment le vaisseau lourd, beaucoup plus fort en combat. Entre 5 et 10, ça touche, ce qui fait quand même 60% de chance. Il se déplace un peu moins vite que ces deux-là, par contre, et il a une capacité de 1, c'est-à-dire qu'on peut mettre une unité d'infanterie ou un chasseur avec ce Cuirassé. On a le Soleil de guerre, c'est une sorte de station spatiale. Alors de base, on peut pas la créer, il y a des petits tirets partout. Il faut faire une amélioration pour avoir accès à cette unité. Et en parlant d'amélioration, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des améliorations possibles sur chaque plan. En fait, c'est que chacun d'entre eux, on peut faire une recherche qui augmente les statistiques, les performances des unités en question. Notamment représentées pour les valeurs chiffrées sur des petits triangles qui indiquent ce qui est amélioré si on fait une recherche en question. Là, pour le Soleil de guerre, tout sera amélioré puisqu'on le rend tout simplement disponible à la fabrication. Pour le moment, on peut pas. Et enfin, on a ici le vaisseau mère, le vaisseau capital. C'est un vaisseau unique, pour n'en avoir qu'un, et il a un pouvoir unique pour chaque faction. Donc il a des statistiques. Là, par exemple, pour les humains, leur capacité, leur force, c'est de pouvoir transporter du monde. Ce vaisseau-là, il transporte énormément. Et en plus, à chaque fin de tour, à chaque phase de statut, il crée une infanterie sur le système où il est. Donc, c'est vraiment très, très orienté sur leur point fort. Chaque vaisseau, en tout cas, est unique en fonction de la faction que vous jouez. Et généralement se marie bien avec la stratégie, l'une des stratégies de la faction en question. Donc voilà pour la découverte de ce plateau. On va en profiter justement pour parler des recherches, parce que on a vu qu'on pouvait améliorer ces vaisseaux avec des recherches. Mais c'est quoi justement ces recherches?
c'est ce paquet de cartes ici, qui sont un paquet de recherches. Donc déjà, les deux premières, ce sont des recherches spéciales propres à cette faction, unique. Il n'y a que cette faction qui peut faire ces recherches-là. Alors pour les humains, il s'agit de 2 améliorations, pour avoir de l'infanterie plus forte, un transport plus fort, mais il y a certaines factions, comme par exemple la faction d'à côté, bah, lui c'est 2 recherches uniques, c'est des recherches classiques, qui donnent des avantages, il suffit de lire ce qu'il y a marqué dessus. Donc pour les humains, c'est deux améliorations d'unités. Et qu'est-ce qui reste dans le paquet? Bah, il reste justement des améliorations d'unités. Alors je vais les mettre de côté ici. Tout ça, c'est des améliorations d'unités. Voilà. Et ensuite après, il y a des recherches, un petit peu comme celle que j'ai montrée avec le voisin de couleur noire à côté. Il y a des recherches bleues, des recherches jaunes, des recherches vertes et des recherches rouges. Je les mets volontairement comme ça, parce que vous allez vite comprendre où je veux en venir. Vous l'avez peut-être même déjà compris. En fait, les recherches, elles sont classées par tiers, par palier. Il y a 4 couleurs de recherche et il y a 4 paliers. Et en fait, en tant que fédération de sol, j'ai 2 recherches que je possède dès le début. Elles sont validées déjà, je les connais. C'est marqué au dos du plateau que je connais ces 2 recherches. Donc je les mets directement devant moi pour montrer que je peux les utiliser. Sinon elles auraient été dans le paquet à ces endroits-là, si jamais je voulais toutes les montrer. Et donc ce qui se passe, c'est que la prochaine fois qu'il y a une phase de recherche, je pourrais prendre une nouvelle recherche, je pourrais prendre celle-ci, je pourrais prendre celle-là, mais aussi je pourrais prendre celle-ci qui a un prérequis de 1 bleu en bas à gauche, et celle-ci a un prérequis de 1 vert en bas à gauche, je pourrais la prendre aussi. Parce que j'ai déjà un premier symbole disponible de la même couleur. Par contre, par exemple, cette recherche-là, celle-ci, je ne peux pas les prendre parce qu'il faut des prérequis que je n'ai pas ici. Je n'ai pas de rouge, je n'ai pas de bleu non plus, je n'ai pas de jaune, ou je n'ai pas de vert. Par contre, si jamais je recherche par exemple cette recherche-là durant un tour de recherche, durant une action de recherche, et que plus tard il y a de nouveau une phase de recherche, bah, je pourrais prendre celui-ci parce que j'ai 2 symboles verts. C'est ça qui est intéressant. Une autre chose, on l'a vu rapidement sur les planètes, si jamais je possède une planète qui a un petit symbole spécial, ici c'est le cas de New Albion, ce petit symbole vert, il compte comme un prérequis. C'est-à-dire que si jamais j'ai une planète qui a un symbole vert, elle sera ici, la planète, on va le voir tout à l'heure, et donc j'aurai 2 symboles verts que je pourrais utiliser pour directement prendre par exemple cette recherche qui demande 2 prérequis en vert. Ça sera possible. Pour le moment, tout ça, je les mets de côté. Hop. Ah, je les laisse comme ça, visibles, les 2 spéciales. Et j'ai mon paquet de recherche que je pourrais éventuellement utiliser. Ensuite, on a ce qu'on appelle les billets à ordre. Les billets à ordre, ce sont des petites cartes comme ça, qui ne vous servent pas à vous, mais qui vont servir aux autres joueurs. Ce sont des éléments de négociation, c'est un peu des traités, on va dire. C'est-à-dire que pendant une phase de négociation, vous allez peut-être échanger ce traité-là, ou ce traité-là, ou celui-là, enfin ce billet à ordre, avec un voisin, parce que lui va vous donner peut-être le même, ou va vous donner autre chose, ou va vous donner des ressources, ou un engagement verbal de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose, et vous leur donnez un truc comme ça, peut-être. Et ben cette chose-là, en fait, le texte qui est marqué dessus, c'est un effet que le joueur va pouvoir faire, parce qu'il possède votre carte, il va pouvoir le faire, et quand il le fait, il vous rend la carte. C'est un one-shot. Donc ce sont des effets à offrir aux autres joueurs avec des contreparties. Et il y en a toujours un spécial qui possède l'icône de la faction, qui est donc spécifique, unique à cette faction. Donc c'est un effet qu'on peut filer à un autre joueur et qui pourra s'en servir avant de nous le rendre s'il s'en est servi. Donc ce sont des éléments de négociation qui rentrent dans la partie justement sur les échanges commerciaux, etc. On va en reparler tout à l'heure. La ligne qui est ici, en fait, c'est tout simplement votre réserve de jetons divers et variés que vous avez sur votre table, dans laquelle vous piochez lorsque vous construisez des nouvelles choses. Donc là, elle est représentée ici sur Tabletop Simulator. Ces 2 jetons-là, ça n'est que sur le Tabletop Simulator. Ici, on a un petit sac avec des petits jetons comme ceci, avec le logo de notre faction. Ça peut être utile à certains moments. Pour l'instant, je vais ne pas en parler.
On a aussi un autre sac ici qui contient les jetons de pions de commandement, ça s'appelle ça, les triangles. Ça aussi, vous devriez en avoir sur le côté de votre plateau prêt à l'emploi. Et de base, sur cette feuille, sur cette partie-là de votre plateau qui s'appelle la fiche commandement, vous avez 3 pions sur la partie tactique, 3 pions sur la partie flotte et 2 pions sur la partie stratégie. On va parler de ces éléments et voir comment ça fonctionne tout à l'heure. Enfin, sur cette fiche de commandement, vous avez la partie biens commerciaux qui est ici, qui est en étroite collaboration avec les commodités. Et on va voir dans un instant comment ça fonctionne entre ces deux éléments. Voilà pour la présentation sommaire de tout ce qu'il y a là. Ah, j'allais oublier bien sûr la carte propre à la planète que je possède sur mon système. Mon système natal possède une seule planète, la planète Yord, donc du coup je possède la carte qui va avec, et qui me permet, lorsque je la retourne, de dépenser, enfin de pouvoir utiliser soit 4 ressources, soit 2 d'influence pour faire différents effets. Fabriquer des vaisseaux, voter au conseil, etc. etc. Donc je retourne la carte pour dire je dépense soit l'un soit l'autre. On ne peut pas dépenser les deux en même temps. Voilà pour la présentation de tout ce qu'il y a devant soi. Petit point rapide sur le jeton orateur. C'est un jeton spécial. Au début on détermine, de façon un peu aléatoire, on détermine qui a le jeton orateur. C'est un jeton qui sert à départager les égalités et à avoir le dernier mot lors des phases de vote. Si jamais il y a une égalité dans les votes, c'est le jeton orateur qui choisit. Et ça permet aussi d'être le premier à choisir les cartes stratégie, que je préfère appeler tuiles stratégie, parce que ce sont des tuiles en carton. Et voilà, ils appellent ça dans les règles les cartes stratégie. On va y venir bien sûr à ce que c'est que ces cartes stratégie, mais dans un premier temps, avant de passer aux règles de comment on joue chaque tour de jeu, il nous faut parler encore de 3 choses. Il faut qu'on parle des cartes actions. Parmi les cartes disponibles, on a ce paquet-là, c'est un paquet de cartes actions. Alors, elles servent à quoi ces cartes actions? En fait, il y a plusieurs moments dans le jeu où on peut piocher des cartes actions, et ce sont des effets divers et variés. Lorsque vous avez la condition requise, il suffit de lire ce qu'il y a sur la carte, hein, vous pouvez dépenser votre carte action et ça fait l'effet dessus. Donc ce sont un peu des effets spéciaux durant la partie, à différents moments de la partie, que ce soit militaire, économique, pendant la phase de projet où on vote les lois. Voilà, il y a plein de cartes diverses avec des effets divers et variés qu'on peut utiliser au cours de la partie. Techniquement, comment est-ce qu'on gagne des cartes? On va en gagner une par tour, lors de la phase de projet, et on va pouvoir en gagner 2 si on a pris la tuile stratégie qui s'appelle politique. Mais je vais y revenir quand on sera à ces étapes-là. Donc ce sont des petites cartes qu'on garde avec soi, et ça permet de faire plein d'effets divers et variés. Maintenant, on va parler justement des commodités et des biens commerciaux, les deux éléments qui sont ici. Les commodités, c'est en gros les produits abondants dans votre faction. C'est ce que vous produisez habituellement dans votre empire. Ça n'a pas vraiment de valeur en soi parce que vous en avez à profusion. Lorsqu'il y a un effet de jeu qui dit de remplir les commodités, eh bien vous remplissez jusqu'à 4 maximum puisque c'est le chiffre sur votre plateau. Il y a d'autres factions où c'est pas du tout pareil. Là par exemple, eux c'est 2 commodités maximum. Ils sont beaucoup moins forts dans ce domaine. 4 commodités, vous remplissez. Si jamais vous en avez déjà, vous remplissez pour compléter. Si c'est déjà à fond, vous pouvez pas en avoir plus. Et ces commodités, c'est un des éléments que vous pouvez utiliser pour faire des échanges commerciaux. Lorsque vous échangez des commodités à un voisin, et la notion de voisin est importante, on va y revenir, imaginons par exemple j'ai 4 commodités ici. Donc, je vais prendre dans les petits stacks, je vais prendre un jeton qui vaut 3 et un jeton qui vaut 1. 3 et 1, ça fait 4. Voilà. Admettons que j'ai d'une manière ou d'une autre acquis la capacité de remplir mes commodités, j'ai 4 commodités. Si je choisis de donner ces commodités-là à mon voisin de droite dans le cadre d'un échange commercial, eh bien je lui donne et lui il va les mettre non pas dans ses commodités mais il va les mettre dans ses biens commerciaux ici. Et donc les produits que je vais donner pour lui c'est un peu des produits de luxe parce que c'est des trucs où il a pas accès d'habitude. Et en fait, ça fonctionne comme des jokers. Il va pouvoir se servir de ces 4 biens commerciaux comme autant de ressources ou d'influences supplémentaires en plus de ce qu'il est capable d'utiliser sur ses planètes.
il a une planète qui a 4 ressources, une planète qui a 2 ressources ou 1 d'influence, et ben il a 4 jokers supplémentaires pour soit faire des productions, soit utiliser de l'influence dans diverses étapes, notamment les étapes de vote de loi de la phase de projet. Donc ce sont des jokers qu'on peut accumuler, c'est très important, c'est très flexible. D'où l'intérêt de pouvoir faire des échanges commerciaux. Voilà pour la notion commodité biens commerciaux. Maintenant parlons justement des voisins et des transactions et des accords. Alors, pour pouvoir justement faire un échange avec quelqu'un, quel qu'il soit, pour échanger comme ça des ressources, il faut être voisin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être voisin? Ça veut dire par exemple que le joueur violet ici, si il a un vaisseau qui s'est déplacé et qui au bout d'un moment s'est retrouvé dans un système adjacent au mien, on est considéré comme voisin, même ne serait-ce que temporairement, parce que le jour où il va repartir, on sera plus voisin. Mais tant qu'il y a un vaisseau adjacent à un système que je possède, on est considéré comme voisin, et donc on peut faire des échanges commerciaux. Si jamais il avait même la planète en elle-même, il l'avait colonisée et qu'il avait donc gagné la carte de la planète, eh bien on est réellement voisins et pour un certain temps, jusqu'à ce qu'éventuellement il perde la planète. Donc à partir du moment où on a une unité quelle qu'elle soit sur un système adjacent, on est considéré comme voisin. Et donc on peut faire des échanges commerciaux. Qu'est-ce qu'il y a comme type de négociations qu'on peut faire? Alors, elles sont classées en 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les transactions. Transactions, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire c'est échanger des commodités pour des biens commerciaux. Je peux conclure un accord avec quelqu'un, me dire bah, moi je te file mes 4 commodités, qui vont devenir 4 biens commerciaux pour lui, et en échange tu me files tes 4 commodités à toi. Alors après, si la faction d'en face, elle en a que 2, bah, il peut pas en donner plus que 2, donc s'ils font un accord de commodité pour biens commerciaux dans les deux sens, eh bien lui il en donne 2 qui deviennent 2 biens commerciaux pour le bleu, et lui il peut en donner de 1 à 4, hein. Enfin c'est à eux de... En fait c'est à eux de s'arranger entre eux. Il y a de fortes chances que la Fédération de Sol elle dise non mais moi je vais pas te donner mes 4 si tu m'en donnes que 2. Si tu m'en donnes que 2, je t'en donne que 2 aussi, à la limite. Voilà. On va faire un échange équitable. Donc imaginons il en donne 2, du coup il lui reste 2 commodités, et il va donc donner 2 commodités à Letnef qui va gagner 2 biens commerciaux, et les 2 commodités de Letnef vont être données à la Fédération de Sol qui va gagner 2 biens commerciaux. Voilà. Et il restera 2 commodités à la Fédération de Sol, peut-être à échanger avec quelqu'un d'autre s'il est voisin. Encore une fois, s'il est voisin. Actuellement, dans la mise en place de début de partie, il y a 3 systèmes vides entre le bleu et le noir, donc ils sont absolument pas voisins pour le moment. À un moment donné, si jamais il y a quelque chose qui se rapproche, là ils seront voisins. Mais tant que c'est pas le cas, pas d'échange possible. À côté de cela, ce qu'on appelle les transactions, il y a des accords. Il y a 2 types d'accords. Il y a les accords dits contraignants et les accords dits non contraignants. Ce sont des accords vocaux, c'est-à-dire que on transmet pas forcément de biens comme ça, mais on parle, on dit est-ce que tu acceptes de faire telle ou telle chose pour moi, ou de ne pas faire telle ou telle chose, et en échange je m'engage à ceci, cela. Et parmi les différents accords justement que l'on fait, ça peut être... D'ailleurs, à noter que les accords on peut les faire n'importe quand, même pendant un combat. Donc ça peut être même des règles du style est-ce que tu acceptes de ne pas tirer avec des canons spatiaux? Ou est-ce que tu acceptes de ne pas tirer avec tel ou tel truc durant un tour et en échange je te donne tel truc? Bon, ils sont pas obligés d'accepter en face bien sûr, hein, vos adversaires. Mais on peut négocier à tout moment tout type de choses, du moment que les règles sont respectées. Et on peut aussi, parmi les négociations, utiliser les fameux billets à ordre que j'ai parlé tout à l'heure, comme étant des gains pour la personne d'en face pendant les négociations. Et on peut utiliser aussi des biens commerciaux déjà existants. On peut dire je te donne 2 biens commerciaux si tu acceptes de faire ceci, de faire cela. Donc ça, ce sont considérés comme des accords. Et alors il y a accord contraignant et accord non contraignant. Pourquoi? Parce que l'accord contraignant, c'est que d'un point de vue de règles, etc., la contrepartie qui est demandée au joueur d'en face va devoir être faite tout de suite.
comme par exemple si je demande au cours d'un combat à mon adversaire de ne pas utiliser ses canons orbitaux, les canons qui sont comme ça là, les jaunes. Non, j'en ai pas ici. Ici, voilà. Il y a des canons orbitaux violets. Si je demande, imaginons que j'attaque le violet, je lui dis, bah, je te propose un accord commercial de ne pas utiliser tes canons spatiaux en échange de te donner mes biens commerciaux ou une partie de mes biens commerciaux. Eh bien, c'est un accord contraignant parce qu'en fait, comme on est en plein combat, l'utilisation des canons, c'est juste après. Eh bien, il doit tout de suite faire ce qui a été conclu, si ça a été conclu. Un accord non contraignant, c'est un accord qui ne sera pas fait tout de suite, qui sera fait ultérieurement. Comme par exemple, je pourrais très bien négocier avec un joueur, de lui dire est-ce que au prochain tour, tu pourrais faire telle ou telle action, par exemple prendre telle ou telle tuile stratégie, ou alors quitter tel ou tel secteur, de manière à ce que je puisse y aller, ou alors attaquer telle personne pour moi, pour l'affaiblir. Enfin, il y a plein de négociations possibles et diverses. Et ça, ce sont des accords non contraignants parce que l'effet n'est pas résolu tout de suite. C'est un engagement oral, et rien n'empêche la personne en face de respecter cet accord, ou vous-même de respecter votre part de l'accord. Donc voilà, il y a les transactions, c'est transformer les commodités en biens commerciaux entre deux joueurs, et il y a les accords contraignants et non contraignants qui ne concernent pas les commodités, ça concerne les biens commerciaux qu'on donne à quelqu'un en échange de quelque chose, ou alors les billets à ordre qu'on peut échanger, ou alors tout simplement des engagements oraux de faire diverses actions ou de ne pas faire diverses actions. Voilà pour ce qui est des voisins, transactions et accords. C'était important de décrire ces points-là. Maintenant qu'on a vu tout ça, on est capable de faire un tour de jeu. Un tour de jeu, ça se découpe en 4 phases. La phase stratégique, la phase d'action, la phase de statut et la phase de projet. Déjà, la phase de projet, on ne l'a fait que si Mechatol Rex, la tuile au centre, a été conquise. Donc il peut se passer plusieurs tours sans que cette phase soit faite. On va commencer par la première, la phase stratégique. Elle est très simple, mais elle est très tactique et peut prendre un peu de temps. La phase stratégique, c'est de choisir une des cartes stratégie, ou tuiles stratégiques, qui sont au nombre de 8, et de la prendre. De la mettre par devers soi. Il y en a 8. Elles ont des effets divers et variés. Le but n'est pas de les lire. Vous aurez l'occasion, notamment avec une aide de jeu qu'on fournira, de pouvoir les avoir toujours à côté de vous, les 8, même si elles sont dispersées aux 4 coins de la table. Mais grosso modo, vous avez une tuile qui permet de gagner des pions de commandement, une tuile qui permet d'empêcher d'être attaqué, et de rafraîchir des planètes pour les redépenser leurs ressources, une tuile qui permet de piocher des cartes action, d'avoir le jeton orateur, et de regarder les prochains projets, une tuile qui permet de construire des docks spatiaux et des systèmes de défense planétaire, une tuile qui permet de gagner des biens commerciaux et des commodités, une tuile qui permet de se déplacer plus souvent, de faire plus d'actions dans le tour, notamment des déplacements, et éventuellement de créer plus d'unités, une tuile qui permet de rechercher des technologies, et une tuile qui permet de valider des objectifs et gagner des points de victoire. En gros, et éventuellement de piocher des objectifs secrets. En gros, voilà, j'ai volontairement été très très vague, mais en gros les thèmes c'est ça. Et il faudra prendre le temps de les lire. Et en fait, chaque tuile est divisée en 2 parties. Il y a la partie supérieure, c'est les compétences primaires, et la partie secondaire, compétences secondaires. Et en fait, lorsque vous êtes propriétaire d'une tuile, vous faites l'effet du haut. Lorsque vous n'êtes pas propriétaire des tuiles, vous pouvez éventuellement faire l'effet du bas, à condition de dépenser ce qui est demandé. Il y a toujours une petite dépense à faire. La plupart du temps, c'est dépenser un pion de commandement. Mais ça peut être d'autres choses, des fois, en complément. Donc, justement, première phase de stratégie, on va chacun choisir, chacun de notre tour, cette tuile-là. Quand on joue à 4 joueurs, c'est le cas aussi à 3 joueurs, on en prend 2. Ce qui fait qu'à 4 joueurs, on va toutes les avoir. Donc moi, par exemple, imaginons que moi, je prenne la tuile numéro 1. Elle m'intéresse. Lui, il est juste après moi, parce que je suis l'orateur, juste après moi, il va prendre la tuile numéro 3, par exemple. Et lui, par exemple, derrière, il va dire, bah, moi, je prends la tuile numéro 7, qui m'intéresse. Et le 4e, ici, il va dire, bah, moi, je vais prendre la tuile numéro 5. Ok, c'est à moi de jouer. Moi, je vais dire, bah, moi, je vais prendre la tuile 4, tiens, elle m'intéresse.
Lui ici va dire bah moi je vais prendre la numéro 6, lui il va dire ah bah moi je suis intéressé par la 8, et lui il va dire bah, bon bah je prends ce qui reste. Alors j'ai fait ça totalement aléatoirement, hein. Il n'y a pas vraiment de stratégie là dans ce que j'ai choisi. C'est juste pour vous expliquer. Déjà, premier effet d'avoir choisi les tuiles, ça détermine l'ordre du tour. Puisqu'en fait l'orateur, c'est juste pour cette phase-là qu'on est premier. Ensuite après, c'est l'ordre d'initiative dépend de ces cartes-là. Celui qui a le numéro 1 est le premier joueur. Pendant tout ce tour de jeu, ça sera celui qui a la carte numéro 1. Celui qui a la carte numéro 2... Elle est où la carte numéro 2? Elle est ici, c'est le deuxième joueur, qui jouera pendant ce tour de jeu. Le numéro 3, il est là, et le numéro 4, eh ben, il est ici. Mais comme je suis déjà premier joueur, ben, on saute ce numéro et on regarde le numéro 5. Il est là, donc on le saute aussi. Numéro 6, il est là, on le saute aussi. 7 et 8, bon voilà. On savait que c'était le quatrième joueur, mais c'est comme ça qu'on fait la distinction. On regarde les numéros, et dans l'ordre croissant, ça détermine l'ordre des joueurs pour le tour. Maintenant qu'on a nos tuiles, on n'est pas obligé de les jouer tout de suite. Lors de la phase suivante, puisque la phase suivante, c'est la phase d'action. Et la phase d'action, elle est divisée en 3 catégories. Il y a les actions stratégiques, qui sont toutes simples, qui consistent à jouer justement une de ces tuiles, et de faire l'effet du haut quand c'est nous qui la jouons, et l'effet du bas, si c'est un autre joueur, il peut faire l'effet du bas en dépensant un pion de commandement. Pion de commandement, c'est ça, hein, je rappelle, c'est ces petits pions-là. Là. Et pour dépenser un pion de commandement pour les tuiles, en fait, c'est les pions de commandement de la partie stratégie, puisque ce sont des tuiles stratégie. Donc au début du jeu, on n'en a que 2 ici. Donc ça veut dire que parmi toutes les tuiles qui sont jouées par les autres joueurs, je pourrais, si je le souhaite, dépenser jusqu'à 2 jetons pour faire les effets des tuiles d'autres joueurs grâce à ces jetons-là. Il n'y a qu'une seule tuile qui ne demande pas de dépenser de pions commandement en bas, c'est la tuile qui permet de gagner des jetons commandement. À la place, on dépense de l'influence pour gagner un jeton commandement quand on veut faire l'effet secondaire en tant que joueur non propriétaire de cette tuile. Donc, je reviens à ce que je disais, la phase d'action, c'est soit une action stratégique, donc je joue l'effet d'une de mes cartes, et les autres joueurs peuvent faire l'effet secondaire. Ensuite, il y a l'action tactique, qui consiste à utiliser les pions de commandement qui sont dans la partie tactique, ici. Donc de base, on commence avec 3 pions dans la partie tactique. Donc on va pouvoir utiliser ces jetons pour faire des actions tactiques. Les actions tactiques se déroulent sur le plateau de jeu central. Et enfin, il y a la troisième type d'action, c'est les actions sur des éléments de jeu. On en parlera après. Donc, action stratégique qu'on a vu, action tactique. Faisons un exemple d'action tactique. Moi, en tant que fédération de sol, je commence dans ce système, et mes systèmes voisins, il y a des planètes à coloniser. Donc on va certainement commencer par ça pour s'étendre. On va pas tout de suite aller péter la gueule du noir en déplaçant nos vaisseaux, et quand on va arriver, il aura produit je sais pas combien de trucs, il aura même plus de systèmes, et on va se faire péter la tronche. Non, non. Sachant que d'ailleurs, c'est pas en pétant la tronche des adversaires que vous allez gagner à ce jeu. Le but du jeu, c'est de valider des objectifs. Alors, il y en a certains qui sont liés à du combat, mais le but n'est pas d'annihiler d'autres joueurs. Parce que moins il y aura de joueurs autour de la table, moins vous aurez de possibilités de négociation, d'accords, etc. Donc il faut être intelligent. Le but n'est pas d'annihiler ses adversaires, mais plutôt de dominer ses adversaires. Donc, je vais commencer par dépenser pour faire une action tactique, je vais dépenser un jeton et je vais le poser dans un système, par exemple celui-ci. Je pose le jeton. C'est la première étape de la phase tactique qui s'appelle l'activation. Donc j'active ce système. Et derrière, je vais pouvoir me déplacer. Donc, parmi tous les systèmes, je peux mettre le pion où je veux. Hein. Je peux très bien mettre le pion ici. Et si j'ai un vaisseau qui se déplace de 2 cases, il peut y aller. Ça a un peu d'intérêt au début de la partie, je pense, mais c'est possible. Bon, là, je mets mon jeton ici. Et donc, tous les vaisseaux qui sont capables de se déplacer jusque-là grâce à leur vitesse de déplacement, qui est marquée sur ma planche de faction, mouvement 2, mouvement 2, mouvement 1, mouvement 1, mouvement 0, eh bien, il faut que je respecte ça. Donc là, ici, sur mon système de base, j'ai un transport, par exemple, qui peut venir là, et je vais lui faire emmener, puisqu'il a une capacité de transport, je vais lui faire emmener des troupes
et je vais lui faire emmener également des chasseurs. Voilà, je vais emmener 2 troupes et 2 chasseurs, tiens, voilà. 2 troupes de chasseurs, il peut transporter jusqu'à 6, mais comme les factions, la plupart du temps c'est 4 de transport, voilà, ça fait un bon exemple qui peut marcher pour n'importe quelle faction. Je vais dire que le Destroyer va aussi nous accompagner, donc il vient aussi, voilà. J'ai fait les déplacements de mon choix dans ce système. Derrière, l'étape qui vient après le déplacement, c'est le combat spatial. S'il y a des ennemis, il y a un combat spatial. Là, il se trouve qu'il n'y a pas d'ennemis, il n'y a personne, il n'y a pas d'autres joueurs. Donc on saute cette étape. Ensuite, il y a l'étape d'invasion. C'est le principe selon lequel, avec des navettes d'assaut, on débarque les troupes sur les planètes. Alors il se trouve qu'il n'y a pas d'ennemis, donc j'aurais tendance à dire que c'est plus une colonisation qu'une invasion. Mais dans les règles, ça s'appelle invasion, l'étape. Donc les troupes atterrissent, il n'y a pas d'ennemis encore une fois, donc il n'y a pas de combat au sol. On verra ça tout à l'heure. Et du coup, je prends le contrôle des planètes en question. Donc du coup, dans le paquet qui contient les planètes, eh bien je vais rechercher les planètes en question. Nous, Albion, la voilà. Et l'autre, c'était Starpoint, je crois avoir vu, voilà. Donc tout ça, je les remets de côté. Et en fait, Starpoint et New Albion, qui sont effectivement les 2 planètes qui sont sur ce système, eh bien, je vais pouvoir les mettre devant moi, elles m'appartiennent, font partie de mon empire. Par contre, je les retourne, parce que comme je viens juste d'y arriver, bah, je peux pas encore exploiter leurs ressources, ou leur influence. Donc elles sont chez moi, mais elles sont pas encore utilisables tout de suite, elles seront utilisables à partir du prochain tour. Enfin, il y a une dernière étape lorsqu'on fait une activation comme ça sur une tuile, c'est la phase de production. La phase de production, on peut produire des unités à condition qu'il y ait un dock spatial. Bah, là, il n'y a pas de dock spatial, parce que je viens juste d'arriver, donc on n'a pas fait de construction. Et si vous vous rappelez, en fait, c'est la tuile stratégique qui s'appelle construction, la numéro 4, qui permet de construire des docks spatiaux ou des systèmes de défense planétaire. Là, pour le moment, il n'y en a pas des docks spatiaux, donc je ne peux pas construire. Donc je saute cette étape. Voilà, j'ai fait une action tactique. Et je peux... les autres joueurs vont faire des actions, et à mon prochain tour, je peux refaire une action tactique si je veux. Donc par exemple, je peux mettre un jeton ici, et dire, bah j'ai un autre transport, je l'amène là, je vais lui amener un petit chasseur avec lui au cas où, et j'amène des troupes. Voilà. Je vais en laisser une ici, et j'amène des troupes avec mon transport, et elles atterrissent, ça se passe exactement pareil, activation, déplacement, combat spatial il n'y en a pas, invasion il n'y en a pas, et production je ne peux pas parce que j'ai pas de chantier spatial. Et voilà, j'ai acquis 2 nouvelles planètes que je vais aller chercher encore une fois dans le paquet, et que je vais mettre ici, face cachée, devant moi. Ça fera encore plus de planètes à utiliser à partir du prochain tour. Une autre action tactique que je pourrais faire, en dépensant un autre jeton tactique à un prochain tour, c'est par exemple mettre le jeton tactique sur mon système natal, et de dire je vais faire les mêmes étapes, je vais donc activer, je vais déplacer, c'est-à-dire que si jamais il y a des troupes que je veux déplacer vers ce système, bah je peux. Sauf que toutes troupes qui se trouvent dans un système où vous avez déjà un jeton à vous sont verrouillées. Elles ne peuvent pas quitter le système. C'est un point de règle important à savoir. Donc, si j'avais par exemple un vaisseau qui était ici, il pourrait venir, parce que j'active ce système, donc il pourrait se déplacer pour venir, là où j'ai mis mon jeton. Par contre, si c'est un vaisseau qui se trouve dans un système qui a déjà un jeton, bah, tout ça c'est verrouillé. Ça ne peut pas bouger jusqu'à la fin du tour. Donc ma troisième action, si on a dit que c'est d'activer ce système, donc je peux déplacer éventuellement des vaisseaux pour venir là. Ensuite, je peux faire un combat spatial s'il y a besoin. Imaginons que mon système soit envahi par un ennemi, pourquoi pas. Il y a une phase d'invasion au sol si nécessaire, et enfin il y a la phase de production qu'on n'a pas pu faire jusqu'à présent dans les autres systèmes, mais là on peut le faire parce qu'il y a un dock spatial. Et le dock spatial, comme on l'a dit un peu plus tôt, sa quantité de production c'est la valeur de ressources plus 2. Donc je peux produire jusqu'à 6 unités en dépensant jusqu'à 4 ressources, puisqu'il s'agit de la seule carte planète que j'ai disponible. Celles-ci, je les ai pas encore parce qu'elles sont retournées. Donc, je ne peux dépenser que jusqu'à 4 ressources pour jusqu'à 6 unités dans cette phase de production. Et bien qu'à cela ne tienne, qu'est-ce qu'on va produire? On va produire par exemple un croiseur qui coûte 2. On va produire On va produire un transport... pas un transport, un destroyer qui coûte 1. Et on va produire 2 infanteries qui coûtent 1 pour en créer 2.
donc je vais prendre ceux-là qui étaient déjà disponibles. Je vais en sortir donc un de plus, comme ça, voilà. Et donc ça, pour 4 de ressources, j'ai produit 4 unités. Donc pour une ressource, j'ai 2 infanteries. Pour une ressource, j'ai un croiseur. Et pour 2 ressources, j'ai un destroyer. Et pour 2 ressources, j'ai un croiseur. Voilà. J'ai produit des unités supplémentaires sur mon système mère avec cette action tactique. Voilà, et donc j'en ai plus des pions tactiques, c'est-à-dire que je ne peux plus en faire ce tour-ci des actions tactiques. Par contre, je peux toujours faire des actions stratégiques, parce que il y a un point de règle important, c'est que une fois que vous avez fait un certain nombre d'actions et que vous souhaitez passer, vous pouvez passer seulement si vous avez dépensé une action stratégique pour chacune de vos tuiles. Stratégie. Vous ne pouvez pas passer sans avoir utilisé votre tuile stratégie, pour que les autres joueurs puissent utiliser les effets secondaires également. Donc si j'ai utilisé ma tuile stratégie numéro 1 lors d'une action stratégique, que j'ai utilisé la tuile stratégie 4 lors d'une action stratégique, et que j'ai fait un certain nombre d'actions tactiques, et que je souhaite m'arrêter là, je peux en économiser si je le souhaite, je suis pas obligé de tout utiliser, eh bien je peux dire que je passe, parce que j'ai utilisé mes deux tuiles stratégie. Avant de passer, je peux éventuellement utiliser des actions d'éléments de jeu. Les actions d'éléments de jeu, c'est la 3e type d'action possible. C'est sur le plateau de votre faction ou via des cartes actions, ou peut-être via d'autres éléments, mais en tout cas c'est partout où vous avez le mot-clé action écrit en majuscule avec 2 points, c'est que vous pouvez dépenser votre tour pour faire l'effet indiqué. Donc à la place de jouer une tuile stratégie, avec une action stratégie, à la place de faire une action tactique, vous pouvez faire une action d'élément de jeu en passant votre tour à faire l'effet qui est indiqué lorsqu'il y a ce mot-clé action en majuscule quelque part, sur une carte action, sur le plateau de jeu ou ailleurs. Et avec ça, on a vu les 3 types d'actions qu'on peut faire lors d'une phase d'action. Voilà. Cependant, avant de passer à la phase d'après, qui se trouve être la phase de statut, ça serait quand même bien de voir à quoi ressemble un combat. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un combat en switchant de faction. On va imaginer que là je ne suis plus les bleus, je suis les noirs, et je vais faire un combat contre les jaunes. J'ai préparé, en vue de ça, j'ai préparé un certain nombre d'unités que je vais placer ici, et des unités jaunes que je vais placer ici, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Imaginons que la situation, la partie est commencée depuis un certain temps, la situation est la suivante. La flotte noire s'est approchée avec des actions de mouvement, elle a activé ce système au tour précédent pour pouvoir se déplacer jusqu'à ce système, et maintenant elle est sur le point d'aller attaquer le jaune. Comment ça se passe? Déjà, on peut voir que elles respectent toutes les deux les règles pour les infanteries et pour les chasseurs, puisque un cuirassé peut contenir un chasseur chacun, ou une infanterie, et un transport peut contenir jusqu'à 4 éléments chacun. Donc on voit que c'est respecté, il n'y a pas de problème sur les transports. De l'autre côté c'est pareil, il y a un dock spatial, donc il y a 3 chasseurs qui peuvent être dépendants du dock spatial, il y a un cuirassé avec un petit chasseur qui peut être dépendant du cuirassé, et sur les planètes, on peut avoir autant d'infanterie qu'on veut, tant qu'elles bougent pas, elles sont là, si elles ont besoin de bouger, on les transportera avec un vaisseau, mais sinon elles peuvent rester tranquilles sur les planètes. Et on voit qu'ici il y a 2 systèmes de défense planétaire, les sortes de canons orbitaux. Donc le joueur noir, qu'est-ce qu'il fait? Il va dépenser un pion tactique pour dire « je me déplace dans ce système-là ». Voilà, et ce faisant, en fait, généralement sur le jeu de plateau en réel, on va serrer tout ça, les uns à côté des autres, pour être capable de faire arriver les unités noires dessus, quoi. Bon là, il y a un peu beaucoup de monde, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser sur ce plateau-là, mais il faut imaginer que tout est serré ici, pour faire le combat. Donc, comment se passe le combat? Il y a plusieurs phases, là aussi. Déjà, le simple fait de se déplacer fait que les canons de défense tirent. Parce qu'il y a une menace ennemie qui arrive, donc dès que je me déplace, ça tire. Donc il a 2 canons. Les canons, leur puissance... Je regarde sur la feuille noire, mais sur la feuille jaune c'est pareil. Leur puissance c'est 6 canons spatiaux. Donc du coup, on jette des D10. On jette 2, puisqu'il y a 2 canons. Et si jamais ça touche des choses, ça fait des blessures. Imaginons qu'il y a un des 2 canons qui touche. Moi, en tant que joueur noir, je dois appliquer une blessure sur l'un de mes vaisseaux. Chaque vaisseau a qu'un seul point de vie, sauf indication contraire. C'est-à-dire que si jamais je choisis de mettre la blessure dessus, ça meurt. Pof, c'est sorti. Ou alors si je choisis sur ça, ça meurt, mais ça meurt avec tout son contenu. Donc c'est un peu la merde. Si vous me permettez.
du coup, généralement, ce qu'on fait, c'est que on choisit les petits vaisseaux. Ça sert un peu de bouclier, de char à canon, pour les blessures qu'on reçoit jusqu'à ce qu'on soit obligé de mettre les blessures sur autre chose. Donc là, s'il y en a un des deux qui touche, je vais dire bon bah j'ai perdu un chasseur. Parce que oui, c'est le joueur défenseur qui choisit où il attribue les blessures. Donc il a jeté 2 dés, il y en a un qui a touché, voilà, j'ai perdu un chasseur. Donc là, je déplace toutes mes troupes sur sa tuile, et le combat commence avec une première phase qui s'appelle le barrage anti-chasseur. Il se trouve que les destroyers, ceux-là, là, ils ont une capacité de base, une capacité spéciale, qui s'appelle barrage anti-chasseur. 9, donc il faut faire 9 ou 10 sur les dés, et 2 fois. Donc il jette 2 fois le dé par vaisseau. Donc là, le joueur jaune ici, il en a 2 vaisseaux jaunes. Donc il va jeter 4 fois les dés, et à chaque fois qu'il touche sur 9 ou 10, il va me péter des chasseurs, parce que ça s'appelle le barrage anti-chasseur, donc ça ne touche que ça. On va dire qu'il a réussi à en toucher 1 sur les 4G, donc je perds un chasseur supplémentaire. Voilà. Donc là, je suis déjà tout sur la tuile, hein, mais c'est juste que je les ai laissés comme ça pour que ça soit plus facile de vous montrer. Mais normalement, tout est posé sur la même tuile. Des fois, les joueurs prennent tous les éléments et les mettent sur le côté du plateau pour plus facilement voir ce qui combat, et plus facilement avec nos gros doigts enlever ce qui doit mourir et laisser ce qui doit rester. Bref. Le barrage anti-chasseur, c'est fait. Derrière, il y a la phase d'annonce de retraite. Si l'un des deux camps le souhaite, il peut dire moi je fais une retraite. On va quand même faire le tour de combat jusqu'à la fin, et à la fin de ce tour de combat, les vaisseaux survivants pourront partir. Si personne ne souhaite battre en retraite, on va dire que c'est le cas, on passe à la phase de lancer de combat. Et donc là, tous les vaisseaux jaunes jettent leurs dés, donc le joueur jaune regarde sa feuille de combat et jette des dés pour l'ensemble de ses vaisseaux, donc il va dire je jette les dés de mes destroyers, ah il y en a 0 qui touche, je jette les dés de mes croiseurs, ah il y en a un qui touche, je jette le dé de mon cuirassé, ah il y en a un qui touche, je jette les dés de mes 4 chasseurs, ah il y en a 0 qui touche. Du coup j'ai touché 2 fois le joueur adverse. Et lui va faire pareil, il va jeter les dés de ses cuirassés, jeter les dés de ses transports, jeter les dés de ses chasseurs, jeter les dés de son croiseur, et il va voir ce qu'il touche, et on va dire par exemple qu'il touche 3 fois. Donc ça veut dire que le joueur jaune doit attribuer 3 blessures, 3 dégâts à ses unités, et le joueur noir doit attribuer 2 blessures. Donc le noir, c'est pas compliqué, il va continuer comme il a fait à péter des chasseurs. Encore une fois, ça sert de char à canon, de bouclier. Et ici, lui c'est pareil, il doit appliquer 3 blessures, il choisit de péter 3 chasseurs. Lui aussi. Voilà, stratégie assez normale. Eh bien, on arrive à la fin de ce premier tour de combat, et ceux qui souhaitent faire la retraite, c'est à ce moment-là, il l'avait annoncé plus tôt, mais c'est à ce moment-là que ça se passe. Et donc tous les vaisseaux participants au combat, il peut les placer sur un système adjacent. Par contre, le système choisi doit forcément appartenir à ce joueur. Il doit contenir soit une planète contrôlée par ce joueur, soit au moins un vaisseau allié de ce joueur. S'il n'y a rien, il peut pas aller, il peut pas baquer, il peut pas fuir. Donc il peut pas fuir dans ce système-là, par exemple. Par contre, il peut fuir ici. S'il y avait un vaisseau comme ceci, il pourrait fuir dans ce système-là. Ça serait une possibilité. Voilà, c'est pas le cas. À partir du moment où on a fini cette phase-là, avec la retraite potentielle, on recommence un tour de combat. Alors on refait pas le barrage anti-chasseur avec les destroyers, ça c'est qu'au début du combat. Mais par contre, on refait un début de tour où quelqu'un peut choisir de battre en retraite s'il le souhaite. Si ensuite, une fois que c'est décidé ou pas de battre en retraite, on fait les lancers de combat, comme on a fait tout à l'heure. On attribue les touches, et après la retraite se fait. Donc on répète ça sans arrêt jusqu'à ce que il reste plus qu'une seule flotte sur la tuile en question. Donc par exemple, on va dire que le noir touche 2 fois, que le jaune touche 2 fois. Donc du coup, 2 blessures ici, il y a ça qui pète, et ensuite après il va sacrifier un destroyer. Ici, il y a 2 touches à faire, pareil, il y a ça qui pète, et ensuite après il va dire je sacrifie un transport. Et le fait de sacrifier le transport, en fait ce transport-là il ne peut transporter que 4 troupes. Donc il reste une 5e troupe qui ne peut plus être transportée, donc elle meurt aussi. Donc le transport meurt, mais la troupe aussi meurt. Parce que il n'y a plus de capacité de transport. J'ai dit une bêtise. J'ai 2 croiseurs, ils ont des capacités de transport, de 1 chacun, donc du coup la troupe est considérée comme étant toujours vivante dans ce transport. Voilà, la règle de contenance est toujours respectée. Et j'ai fait 2 blessures. Ensuite, si jamais il y a encore un tour de combat, imaginons par exemple que là, il y a de nouveau 2 blessures de chaque côté qui sont attribuées.
eh bien, lui par exemple, il va dire bon bah 2 blessures, je vais perdre ça, c'est une blessure, et je vais mettre une blessure sur mon cuirassé. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi je retourne le cuirassé? Parce qu'en fait, il y a une capacité spéciale pour les cuirassés, ici. Alors je vais le faire, je vais vous montrer sur la fiche noire, c'est plus simple. Ça s'appelle dégâts encaissés. Et ça veut dire en gros que votre vaisseau a un point de vie supplémentaire. C'est-à-dire il est capable d'encaisser une blessure sans mourir. Donc pour matérialiser physiquement le fait qu'il est endommagé, on retourne la figurine. Donc là, le vaisseau est considéré comme endommagé, mais il peut toujours combattre. Il lui reste plus qu'un seul point de vie comme les autres. Voilà, il a attribué 2 dégâts, et donc le joueur noir va aussi devoir attribuer 2 dégâts. Bah lui il a 2 cuirassés, et il va dire bah, je vais attribuer 1 dégât sur chacun de mes cuirassés, comme ça il ne perd rien. Et il garde la même puissance de feu pour le prochain tour. Et là, imaginons le prochain tour, bah, le joueur jaune il se sent pas bien, il dit bon bah moi je vais décider de battre en retraite. Ok, bah il se prépare à battre en retraite, mais il y a quand même un tour de combat, et là, bah, le joueur noir il inflige 2 blessures, et le joueur jaune il inflige une blessure. Eh bien, 2 blessures à infliger, bah lui il va choisir de privilégier son cuirassé peut-être, et donc il va perdre ses 2 croiseurs. Voilà, et ici en face il y a une blessure à attribuer, bah il va peut-être choisir de perdre un cuirassé ou de perdre son croiseur. Techniquement c'est plus logique de perdre son croiseur, mais voilà. Imaginons que le choix qui est fait c'est ça. À la fin du tour, après avoir attribué à la fin du tour de combat, après avoir attribué les blessures, donc la retraite s'effectue, et donc le joueur jaune s'en va avec son vaisseau. J'ai plus en tête s'il est en capacité d'emporter avec lui des troupes. Ça, je me souviens plus. Il faudra vérifier dans les règles, mais il y a peut-être la possibilité d'emporter une troupe vu qu'il a une capacité de 1, mais je suis plus sûr. On va partir au principe que non, du coup. Donc, je vais en profiter pour tout remettre ici, puisqu'il y a un peu plus de place, mais il faut encore une fois partir du principe que normalement tout était placé à cet endroit-là, hein, pour le combat. Donc je me retrouve avec une flotte noire qui est dans l'espace, et il n'y a plus de flotte adverse. Quand c'est le cas, quand il reste qu'une seule flotte parmi les deux, ben on passe à l'étape d'invasion, qui est l'étape après le combat spatial. Je rappelle, hein, c'est activation, déplacement, combat, et après invasion. Donc l'invasion, elle est en plusieurs sous-étapes elle aussi. Hein. Il y a la phase de bombardement, c'est-à-dire que les vaisseaux qui disposent de la capacité spéciale bombardement, moi j'ai mes cuirassés qui l'ont, ils ont bombardement 5, mais ils jettent chacun un dé, et entre 5 ou plus ils touchent, et ils détruisent des infanteries si jamais ils touchent. Sauf que un système qui possède des canons comme ça, une planète qui possède des canons comme ça est protégée contre les bombardements. S'il n'y avait pas de canon, je pourrais tenter des bombardements contre cette infanterie là, par exemple. Et s'il n'y avait pas de canon ici, pareil. Mais vu qu'il y a des canons sur les deux, je ne peux pas faire de bombardement. Donc on saute l'étape. Sinon, bah, on jette les dés, et puis si ça touche, bah, ça détruit des infanteries. Ensuite, il y a l'atterrissage des forces terrestres. Je choisis mes forces terrestres, où est-ce que je les fais atterrir. Donc par exemple, je vais décider d'en envoyer... Je vais y arriver. Je vais décider d'en envoyer 3 ici et 2 là. Voilà. Et donc pendant que les forces terrestres tentent d'atterrir sur les planètes, les canons orbitaux peuvent tenter de tirer sur les navettes d'invasion. Et donc ils tirent avec leur canon spatial, et s'ils touchent, ils pètent des infanteries. S'ils touchent pas, ils en pètent pas. Ils ont un lancer de dés pour ça. Une fois que les troupes ont atterri, donc imaginons par exemple que j'en ai perdu une, sur le tir de ce canon-là, il a touché, donc j'ai perdu une infanterie. Voilà. Je me retrouve avec 2 contre 2 ici, et là 2 contre 1. Et donc il y a sur chaque planète des combats terrestres. Donc on fait chacun son tour sur les planètes. Là par exemple, bah, c'est 2D contre 2D, et on regarde les blessures, jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un seul camp qui soit victorieux, soit en attaque, soit en défense. Et là pareil. Partons du principe que les noirs gagnent, histoire de vous montrer la suite, mais ça pourrait être les jaunes qui gagnent bien sûr, et à ce moment-là l'assaut est un échec. Hein. Eh bien, on va partir du principe que voilà, il y a eu des blessures, mais que à la fin, il reste des troupes.
Et bien vu qu'il n'y a plus de force terrestre au sol, les structures ennemies sont détruites. Et ce système du coup est devenu la possession du joueur noir. Et donc le joueur jaune qui avait ici des cartes correspondant à ces deux planètes là est obligé de les donner au joueur noir, qui les place devant lui, face cachée, puisqu'il vient juste de les acquérir, donc il ne pourra pas tout de suite exploiter les ressources et l'influence de ces planètes. Mais en tout cas, il en devient propriétaire. Et voilà, on est sur la fin de ce combat. Si jamais le jaune avait gagné sur une planète et que le noir avait gagné sur une planète, eh bien le noir prenait le contrôle d'une seule planète. Et l'autre planète restait entre les mains du jaune. Alors peut-être pas pour très longtemps, parce qu'au prochain tour ça pourrait de nouveau péter, mais ça donne l'opportunité peut-être au joueur jaune au prochain tour de revenir avec une force, une flotte, pour reconquérir sa planète, affronter ce qui est resté ici. Donc voilà un petit peu comment ça se passe pour le combat. J'espère que ça vous paraît assez clair. Avec un petit peu de pratique, bien sûr, ça sera les doigts dans le nez. Donc voilà pour l'action tactique au complet. On a vu l'activation, le déplacement, le combat spatial, l'invasion et la construction qu'on peut faire en action tactique. On a vu les actions stratégiques qui consistent à utiliser les tuiles stratégie. Et on a vu les actions d'éléments de jeu qui consistent à faire une action où il y a marqué action en majuscule. Une fois que tous les joueurs ont passé, qu'ils ne souhaitent plus faire d'action, tous les joueurs ont passé, on passe à la phase de statut. La phase de statut, elle aussi est divisée en plusieurs sous-étapes. La première, c'est qu'on valide des objectifs. Donc je l'avais dit en début de partie, un joueur peut valider un objectif public et un objectif privé maximum. Et donc c'est le moment de scorer des objectifs qui se font pendant la phase de statut. Et les objectifs publics sont aussi pendant la phase de statut. De marquer des points de victoire sur la piste de score. Ça c'est le premier élément de la phase de statut. Deuxième élément de la phase de statut, on révèle un nouvel objectif. En prélude au prochain tour. Ensuite on pioche des cartes actions. Chaque joueur pioche une carte action. Il y a même une recherche qui vous permet d'en avoir 2 à la fois. Ensuite, on retire les pions commandement du plateau central. Donc tous les pions de commandement que vous avez utilisés, donc là je suis de nouveau le joueur bleu, tous les pions commandement que j'ai utilisés, je les retire et je les mets dans ma réserve, là où j'ai tous mes jetons. Ensuite, je gagne 2 jetons commandement que je peux placer dans ma fiche de commandement et les distribuer comme je veux. Et redistribuer tous les jetons que je possède comme je veux. Tous ces jetons-là, je peux de nouveau les dispatcher et les mettre un peu comme je veux. Par exemple, je peux décider d'en avoir 3 ici, 2 pour la flotte et 2 pour la stratégie. Ou je pourrais très bien décider d'en avoir 3 pour la stratégie en ayant moins de pions disponibles pour la tactique. Ou alors de garder ma flotte à 3. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence tout ça? Parlons de la flotte déjà dans un premier temps. Si jamais j'ai 3 jetons dans la partie flotte, ça veut dire que sur une tuile donnée, je ne peux pas avoir plus de 3 vaisseaux autres que les chasseurs, qui sont des petits trucs dépendants des autres vaisseaux. Donc si jamais j'ai ça par exemple, j'ai 3 vaisseaux dans le système, il faut que j'ai 3 pions flotte. Si par contre j'enlève un pion flotte, bah, c'est tout de suite la merde, parce qu'en fait je suis obligé de détruire un de mes 3 vaisseaux là. Ils n'ont pas le droit, à tout moment, vraiment à tout moment, il faut que ça respecte le nombre de flottes sur chaque tuile, doit respecter la capacité de flotte qui est notée ici. Donc il faut faire attention à pas faire de bêtises pour ne pas perdre de vaisseaux. Par contre, si jamais effectivement je suis dans une situation comme celle-ci, je suis tranquille, là il y a un vaisseau, là il y a 2 vaisseaux, là il y a 3 vaisseaux. Si je le souhaite, je peux très bien enlever un pion de la flotte pour avoir plus de pions tactiques ou stratégiques pour le prochain tour de jeu. Par contre, il faudra que je fasse attention, je ne peux avoir que 2 vaisseaux par système pendant le prochain tour. Voilà, c'est un équilibre assez savant à trouver, pour pouvoir faire des actions tactiques, c'est-à-dire se déplacer, attaquer, construire sur le plateau, pour pouvoir faire des actions stratégiques, c'est-à-dire faire les effets secondaires des tuiles jouées par d'autres joueurs, et il faudra choisir lesquelles, parce qu'on ne pourra pas avoir accès à toutes les tuiles, puisqu'on est limité en nombre de pions, et le nombre de flottes qu'on peut avoir par tuile hexagonale. Sachant que, par exemple, cette tuile-là, elle permet d'avoir 3 pions de commandement direct. Donc je prends dans ma réserve 3 pions supplémentaires et je les mets où je veux. Donc ces pions de commandement, c'est très important pour pouvoir faire des choses. Donc il faut les économiser, il faut savoir quand les utiliser, c'est assez tactique.
Donc, comme j'ai dit, on valide des objectifs, on révèle un objectif public, on pioche une carte action chacun, on retire les pions de commandement de la zone centrale du jeu, on gagne 2 pions de commandement et on peut les redistribuer. Ensuite, on restaure les cartes. Si vous avez des cartes face cachée, comme les planètes ici, vous les restaurez, vous les remettez face visible. Il peut arriver que vous ayez d'autres cartes qui soient face cachée, parce que vous les avez dépensées pour quelque chose, bah vous les remettez face visible. Et à partir de ce tour-là, bah, les cartes de nouveau face visible peuvent être utilisées. Et c'est ça qui est bien. Ensuite, on répare les unités. Donc si vous avez, je me remets dans la peau du joueur noir. Si j'ai des unités à réparer qui sont endommagées, bah je les répare. Donc je les retourne. Le joueur jaune, pareil, il répare son cuirassé. Donc d'où l'intérêt d'encaisser des dégâts avec les unités qui sont capables d'encaisser des dégâts. Parce que bah, on les répare à la fin du tour. Ensuite, sauf qu'il faut savoir que le joueur qui est ici pourrait très bien dépenser un jeton tactique à lui pour venir avec la flotte qu'il a là, même si elle est endommagée, il pourrait envoyer tout ça pour venir attaquer ça, et eux ils sont toujours endommagés si c'était toujours le même tour. Parce que on ne peut pas mettre 2 fois un pion de la même faction sur une tuile, mais un autre joueur peut venir avec son propre pion là où il y a déjà un pion d'une autre faction, ça il n'y a pas de problème. Donc on peut réparer ces vaisseaux certes à condition qu'ils survivent. S'il y a une contre-attaque du jaune et qu'il reprend la planète parce qu'il a détruit mes vaisseaux noirs, bah je pourrais pas les réparer. Bon là, admettons qu'ils aient survécu et qu'il m'ait pas réattaqué le joueur jaune, bah du coup je peux réparer mes 2 cuirassés. Et enfin, dernière étape de la phase de statut, bah, on rend les tuiles stratégie. On les remet au centre de la table. Donc hop, je reprends les tuiles stratégie. Tac, 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 et tac. Et il y a un nouveau tour qui commence, dans lequel bah, la première étape par phase, c'est la phase stratégique, où on va, dans l'ordre du pion orateur, choisir de prendre une tuile, puis une tuile, puis une tuile, puis une tuile, puis une tuile, comme j'avais expliqué au début. Et après on refera les phases d'action, puis on refera une phase de statut, puis on refera une phase de stratégie, puis une rephase de tactique, puis une rephase de statut, etc., etc., au fil des tours, jusqu'à ce qu'il mette Cattle Rex soit prise. Donc si met Cattle Rex, si quelqu'un s'y installe, bah, il gagne un point de victoire, comme je disais. On enlève ce jeton-là, on le met à côté de lui, il a un point de victoire. Il met ses troupes, au moins une infanterie dessus, il a des vaisseaux certainement, hein. Il n'est pas arrivé à poil, hein. Il est arrivé avec des vaisseaux. Et il prend la carte Mechatol Rex dans le paquet de cartes, et il la met face cachée devant lui, et il est propriétaire de Mechatol Rex. Et ça veut dire qu'il y a une 4ème phase, après la phase de statut, c'est la phase de projet. Et alors la phase de projet, elle n'est pas complexe non plus, mais elle peut prendre du temps elle aussi. La phase de projet, c'est de voter des lois et des directives. En gros, dès que Mechatol Rex est prise par quelqu'un, on a un paquet ici bleu qui est le paquet des lois. Et en fait, on va, à chaque phase de projet, on va révéler une première carte, par exemple ici une loi, et on va voter pour cette loi. On va voter pour ou contre, ou alors on va voter pour élire une planète donnée ou une faction donnée. Il suffit de lire ce qui est marqué sur la carte. Hein. Et chaque joueur peut utiliser ces petites cartes planètes ici pour dépenser de l'influence pour des votes. Et il peut aussi utiliser les biens commerciaux, puisque c'est des jokers pour l'influence, pour dépenser des votes. Et donc du coup, par exemple, je peux dire, bah, je vote pour à 3 voix, ou à 4 voix même, ou alors je vote pour telle planète avec 3 voix, en fonction de ce qui est écrit sur la carte. En tout cas, là, je peux dépenser 3 votes pour cette loi. Je peux éventuellement dépenser peut-être 2 biens commerciaux que j'ai pour faire 5 voix, par exemple. Et chacun des joueurs fait ça, et on voit est-ce que c'est pour qui gagne, est-ce que c'est contre qui gagne, est-ce que c'est une planète donnée ou une faction donnée qui gagne, et on résout la loi. En cas d'égalité, c'est le jeton orateur, celui qui a le jeton orateur, qui décide parmi l'égalité. Et une loi reste en place pendant toute la partie, et on applique les effets de la carte en question jusqu'à la fin de la partie. Une fois que la première loi a été votée, enfin le premier projet a été révélé et voté, on a un deuxième projet, et là par exemple c'est une directive, c'est pas une loi. Directive, à la place d'un effet permanent qu'est la loi, la directive c'est un effet ponctuel, c'est on applique l'effet et terminé. Donc là pareil, on va voter pour ou contre, ou alors on va élire une planète, ou on va élire une faction, en dépensant des ressources, enfin pas en dépensant des ressources, mais en dépensant de l'influence. Et donc là, comme j'ai voté déjà avec ces planètes-là dans la première loi, il me reste que celle-ci pour la dernière loi, donc je peux voter une voix.
pour contre, pour telle planète, pour telle faction. Et je peux aussi dépenser des biens commerciaux également pour faire des votes en plus. Une fois que tout le monde a fait ça, pareil, on détermine ce qui se passe, et à la fin de la phase de projet, tout le monde retourne les cartes qu'il a utilisées pour faire des votes. Par contre, on ne gagne pas les biens commerciaux, ça c'est évidemment. Mais par contre, on retourne les cartes, ce qui fait qu'on pourra de nouveau s'en servir au prochain tour. Donc faut pas hésiter à voter, pour l'une, pour l'autre ou pour les deux. Si vous abstenez totalement, c'est votre choix, hein, c'est peut-être stratégique de s'abstenir, mais en tout cas, vous êtes en capacité d'utiliser vos influences parce que vous allez retrouver l'usage de ces cartes-là pour le prochain tour. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est tout simple, c'est 2 projets qu'on vote, et on retourne les cartes qu'on a utilisées pour voter, et on recommence avec la phase de stratégie où on choisit l'étude stratégie, la phase d'action où on peut faire des actions tactiques, des actions stratégiques ou des actions d'éléments de jeu, puis la phase de statut où on peut scorer les objectifs et faire tous les trucs administratifs de gestion que j'ai décrits. Et voilà, les tours s'enchaînent jusqu'à ce que quelqu'un atteigne les 10 points de victoire. Voilà. On a vraiment vu l'ensemble des éléments qu'on pouvait voir pour découvrir ce jeu de société, qui est Twilight Imperium. J'espère que ça vous a plu, que ça vous permet de plus facilement mettre un pied dans ce super jeu de société, dont les parties sont vraiment super intéressantes. Et si vous avez besoin de regarder des points de vidéo de nouveau pour recomprendre un élément particulier, n'hésitez pas à revenir en arrière. À partir de là, il n'y a plus qu'à jouer, quoi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Ciao, ciao.